Pourquoi la contraception hormonale masculine et en France? Eh bien, c'est une histoire un petit peu personnelle, et puis c'est pas une histoire tellement scientifique à l'origine, c'est une histoire médicale et sociale. Puisque je suis diabétologue à l'origine, et que pendant des mois et des mois, j'ai contre-indiqué de la contraception féminine en raison des effets secondaires et indésirables de la contraception féminine. C'était celles qui sont connues, hypertension artérielle, infection utérine sous stérilet, etc. Si bien qu'un jour, j'ai été confronté à une demande très forte venant d'un couple disant il y a plein de choses qui sont faites dans le domaine de la reproduction, la procréation médicalement assistée, etc. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien sur la contraception masculine? Et donc j'ai regardé un petit peu ce qui existait au niveau international dans ce domaine, et j'ai vu que dans différents pays, en particulier scandinaves, anglo-saxons, au Brésil, des essais de contraception hormonale masculine avaient été effectués. Avec des résultats positifs et des résultats qui étaient moins positifs, avec des effets indésirables. Donc à partir de cela, bénéficiant de mon expérience d'endocrinologue et de l'école française d'endocrinologie, en particulier d'un endocrinologue qui s'appelle Mauvais-Jarvis, qui avait mis au point des techniques de transfert d'hormones à travers la peau, j'ai mis au point un traitement qui devait répondre à la demande de ce couple. Je pensais à l'origine que ça répondait simplement à la demande de ce couple, d'abord de façon expérimentale, entre guillemets, savoir si on arrivait à arrêter la production de spermatozoïdes sans avoir des effets secondaires sur la sexualité ou sur le comportement sexuel. Le résultat a été positif, et puis petit à petit, de façon complètement inattendue, j'ai vu à ma consultation apparaître des hommes qui réclamaient la contraception hormonale masculine. Alors après réflexion, j'y ai répondu. Ces hommes se sont ensuite réunis dans une association qui s'appelle Ardecom, et le traitement que j'avais mis au point à ce moment-là s'est diffusé grâce à cette association à travers différentes villes de France. Les résultats ont été d'abord publiés sur 6 de ces hommes, avec des résultats positifs dans une revue internationale de bonne qualité, des années 80, puisque j'ai commencé à traiter ces hommes vers 1978. Il n'y a pas eu de troubles du comportement sexuel, qui était la crainte essentielle. Les spermatozoïdes disparaissaient, la fréquence sexuelle était maintenue, il n'y avait pas d'effet secondaire comme aussi important qu'on avait connu au début de la contraception féminine. Donc l'essai a continué, j'ai continué à répondre à une demande qui s'exprimait. Alors le principe de la contraception hormonale, il est calqué pratiquement sur la contraception hormonale féminine. Vous savez que chez l'homme, il y a un organe qui s'appelle le testicule, qui est la gonade masculine, et puis chez la femme, il y a l'ovaire, qui est la gonade féminine. L'une et l'autre sont contrôlées par 2 hormones qui sont sécrétées par l'antéhypophyse, qui sont la FSH et la LH. Alors, quand on met au repos l'hypophyse, eh bien, le testicule ou l'ovaire se mettent au repos également. Quand il s'agit de l'ovaire, les ovulations ne se produisent plus. Quand il s'agit du testicule, les spermatozoïdes ne sont plus fabriqués. Mais alors que l'ovulation, c'est un phénomène rapide, instantané, la fabrication des spermatozoïdes se fait sur plusieurs jours, 75 jours chez l'homme. Et donc, de ce fait, il y a une différence déjà qui apparaît entre la contraception féminine et la contraception masculine. La contraception hormonale féminine, elle est immédiate, elle empêche les ovulations. En revanche, la contraception masculine, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle se fait plus lentement et que l'arrêt de la spermatogenèse ne se fait pas instantanément et qu'on voit disparaître les spermatozoïdes au bout de, ça dépend des cas, entre 1 et 3 mois après le début du traitement. Donc il s'agit de leurrer en quelque sorte l'hypophyse en lui donnant des hormones dont l'hypophyse croit qu'elle vient du testicule ou de l'ovaire. C'est ce qui se passe dans la contraception féminine avec le mélange éthényl-progestatif, et que chez l'homme, éthényl-estradiol-progestatif, tandis que chez l'homme, on a le même effet en utilisant la testostérone ou un progestatif associé à la testostérone. Les effets indésirables. Il y a une petite proportion d'hommes dans les essais de l'OMS qui ont eu des effets qu'on considérait comme indésirables. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les hommes qui prenaient le traitement qui avaient des effets indésirables.
Donc il y a une fraction de ces hommes qui ont eu un certain nombre d'inconvénients, qui ont été traités ou ont obligé à arrêter le traitement. Alors les inconvénients par rapport à ce que j'ai connu de la contraception féminine me paraissent mineurs. C'était soit de l'acné, soit la peau qui devenait un peu plus grasse, soit des petites modifications au niveau sanguin, qui en général n'ont pas entraîné un arrêt du traitement. Le seul inconvénient, entre guillemets, qui a obligé quelques équipes à arrêter le traitement, c'est le développement de phénomènes d'hypersexualité, c'est-à-dire que le désir sexuel devenait trop important chez certains hommes. Pourquoi ça ne se généralise pas, la contraception hormonale masculine? Pour différentes raisons qui tiennent moins à l'existence de médicaments potentiellement utilisables que à une réflexion, qu'à une demande sociale et une organisation sociale. C'est l'affaire des sociologues plutôt que la mienne d'analyser les choses, mais ce qui est certain, c'est que la contraception féminine a pu se développer, d'une part parce que le problème est beaucoup plus urgent chez la femme que chez l'homme. Il y avait des catastrophes en termes d'effets de grossesse chez certaines femmes, avec des interruptions de grossesse qui à l'époque où les IVG n'étaient pas autorisés, faisaient que certaines femmes mouraient. Et donc il y avait une urgence à développer la contraception féminine qui n'est pas celle de l'urgence de la contraception masculine. Donc il y a un temps différent dans les contraceptions. Ensuite, il y a une organisation médicale qui ne permet pas le développement de la contraception masculine. La contraception féminine est passée par le réseau des gynécologues. L'équivalent du réseau des gynécologues n'existe pas en France. Enfin, il faut demander habituellement des autorisations de mise sur le marché. Les autorisations de mise sur le marché sont faites par l'industrie pharmaceutique habituellement. Or, l'industrie pharmaceutique ne semble pas très intéressée, pour différentes raisons qui sont encore à analyser, par le développement de la contraception masculine. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre pour la contraception féminine, c'est qu'elle ne s'est pas développée grâce à des médecins. Elle s'est développée grâce à une pression sociale. C'est la pression sociale qui est essentielle. Quand il y a une pression sociale, il y a une adaptation du corps scientifique et du corps médical pour répondre à cette pression sociale. Donc c'est vrai que Pincus il est représentant comme le héros de la contraception féminine, mais et indirectement de la contraception masculine d'ailleurs, puisqu'il a développé des progestatifs dérivés de testostérone, mais c'est grâce au mouvement féministe, et en particulier à Sanger, et au soutien qu'elle a, du point de vue social et du point de vue financier, qu'elle a apporté au projet scientifique, que la contraception féminine s'est développée. Donc la contraception masculine existe de façon pas virtuelle, elle existe en fait, mais de façon très limitée, mais on attend qu'il y ait un mouvement social, éventuellement politique et économique, qui permette son développement, surtout dans cette période où on parle d'égalité homme-femme. Donc là, on a les possibilités d'établir dans le domaine de l'égalité homme-femme, une égalité dans le domaine de la contraception également. Voilà.